Maintenant, nous allons donner la parole à Seydina Omar Ba. Seydina Omar Ba, c'est un sociologue spécialiste sur l'éducation, en matière d'immigration et des problématiques de l'éducation et intégration. Donc, il nous donnera un peu son point de vue sur les formes de migration et des potentialités éducatives et interculturelles. Bon, ma wax d'abord ay kàddu yu cant jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp jiital ci Sëñ Abdou Aziz Mbacké Majalis nga xam ne jotaay bi ak yu mel ni yii ci loxoom la ko yàlla jaarale ñaan yàlla mu gën koo dëgëral di sant bu baax mbokki taalibe yi ci jàpp yëpp daayira yeeg fédération bi di sant tamit université Barcelone bi nga xam ne moo ñu ubbil ay buntam bañ mën a yaatale sëriñ bi ak potentialité yi mu am ci anam gi di sant bu baax soxna Bomb ci kàddu xam naa dégguma lool espagnol waaye am na lu ma ci jot a dégg am na solo lool. Donc je vais m'exprimer en français vu que je ne suis pas du tout fort en espagnol. Je ne m'exprime même pas du tout en espagnol. Donc je vais parler en français. Très rapidement, ça prendra la forme d'une contribution. J'avais préparé vraiment tout un document pour ça, mais il me semble que le plus important, c'est d'essayer de faire sortir les éléments les plus saillants de ce sujet des apports des formes de migration, en l'occurrence des migrations mourides. Parce que je pourrais parler de beaucoup de formes de migration, parce que là, en fait, le monde est une histoire de migration. Le monde tel qu'il a été fait, et tel qu'on le connaît aujourd'hui, est une histoire de migration. Les gens ont migré d'une partie du monde à une autre, ont essayé d'avoir une vie meilleure, de se sentir plus épanouis dans un cadre différent de leur cadre d'origine. Et c'est parfois quand on n'observe pas bien, on se demande, on se dit que l'immigration a commencé hier, depuis que c'est devenu un problème politique. Et depuis que ça anime les débats politiques entre les pros, les anti-immigration, et c'est beaucoup plus riche que ça, l'immigration. Et l'immigration, c'est aussi des parcours migratoires. Ce n'est pas une notion comme ça que l'on peut manier, définir, non. Il y a des formes de migration, il y a aussi des parcours migratoires. Et chaque parcours est singulier. La personne qui décide de quitter son pays pour aller à un autre pays a plusieurs raisons de le faire. Mais il y a une raison qui reste fondamentale, c'est l'épanouissement individuel et personnel. On peut quitter son pays de manière clandestine, comme on dit, en empruntant des voies parfois difficiles. On peut prendre l'avion aussi, on peut prendre la voiture, on peut prendre n'importe quel moyen de transport. On peut passer 2 ans sur la route pour arriver jusqu'en Espagne ou pour arriver jusqu'en France. Mais ce que l'on recherche finalement, c'est l'épanouissement. Et si on pouvait s'épanouir dans son cadre d'origine, je crois que beaucoup de gens ne seraient pas là, ne quitteraient pas leur pays. Et ça, c'est important de le rappeler. Et c'est important aussi, quand j'entends Sokhna Bombo, quand j'entends Martha le dire, je ne connais pas bien la société espagnole. Je ne connais pas bien la société tout court espagnole, mais je puis dire que on peut parler de migration et trouver des aspects fondamentaux et transversaux. Pour chaque migrant, l'objectif, c'est de s'épanouir.
Et pour maintenant focaliser sur la communauté mouride, je crois que l'histoire de la communauté mouride est singulièrement faite de migration aussi, c'est-à-dire de déplacement d'un endroit à un autre. Le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, finalement, n'est jamais resté à un endroit précis pendant très longtemps, sauf les 15 dernières années de sa vie où il est resté à Diourbel et il était en résidence surveillée. Donc, il a, avant de quitter pour faire ce qu'on appelle l'exil, ce dont on parle souvent et qui marque, que le Magal de Touba marque, il a aussi fondé des localités. Il a quitté Mbacké Kadior pour ensuite se rendre de nouveau à Mbacké Baol. Il a fondé Darou Salam, il a fondé Touba, il est allé à Mbacké Bari, il a quitté pour aller au Gabon de manière forcée. En tout cas, c'est ça l'histoire que l'on peut dire et que tout le monde peut entendre. Il est venu en 1902, il a été amené en Mauritanie, il est revenu, il a été éloigné à Cheyenne, dans son propre pays. Il est ensuite venu, il a été amené à Diourbel en 1912, et de 1912 à 1927, Cheikh Ahmadou Bamba est resté à Diourbel. Mais Cheikh Ahmadou Bamba a toujours considéré que son lieu d'existence, son lieu préféré, c'était Touba. Et pourtant, il n'a vécu à Touba que 7 ans durant toute sa vie. Et c'est en 1927, quand il a été rappelé à Dieu, qu'il a été amené à Touba, et où il repose désormais. Donc c'est quelqu'un finalement qui n'est resté sur place quasiment jamais, si ce n'est pour y être amené, pour y être... et ses disciples ont été aussi profondément marqués par cette histoire-là. On peut dire beaucoup de choses sur le lien entre Cheikh Ahmadou Bamba et les disciples. Même l'enfance de Cheikh Ahmadou Bamba a été profondément marquée par ses déplacements de ses parents pour aller d'une localité à une autre. La migration est donc, pour ne pas exagérer, je dirais que c'est un trait important dans le mouridisme. Je ne dirais pas fondamental parce que Serigne Aziz va me rectifier, parce que les principes, on les connaît. Donc ça, je parle du mouridisme sociologique. Et donc, Cheikh Ahmadou Bamba, qui a été amené un peu partout, ses disciples, et plus loin que ça, parce qu'il ne faut pas oublier que Cheikh Ahmadou Bamba est le revivificateur de l'islam. Il n'a pas créé une autre religion. Il a juste revivifié l'islam originel. Et l'histoire de l'islam elle-même est marquée par cela. Le prophète Mohammed, avant même l'hégire que nous connaissons tous, a demandé à certains de ses compagnons d'aller en Éthiopie, chez le roi Négus, le Négus d'Éthiopie, Najashi, pour avoir une tranquillité parce qu'ils étaient persécutés à la Mecque. Et ils ont trouvé en ce roi, le Négus, qui était chrétien, la protection qui leur a été nécessaire pour en tout cas préserver leur spiritualité. Ensuite, alors que le prophète est né et a grandi à la Mecque, a été persécuté aussi. Il a dû, à 52 ans, quitter pour aller à Médine, Yathrib comme on l'appelait. Et cette société médinoise, c'est quand même extraordinaire ce que je vais dire, parce que c'est finalement là que l'épanouissement des musulmans a commencé. Très très loin de la Mecque, qui est l'endroit originel de l'islam et du prophète Mohammed. Donc quand je parlais d'épanouissement, je parle d'épanouissement de manière générale. L'épanouissement économique, l'épanouissement social, l'épanouissement culturel. Et beaucoup d'autres épanouissements qui font une alchimie et qui font que l'individu se sent à l'aise, se sent tranquille, se sent stable pour mener une vie digne de ce nom. Et donc, je reviens au Mouride et à Cheikh Ahmadou Bamba. Aller dans un autre pays, aller à un endroit autre que son cadre d'origine, c'est quelque chose finalement qui est intrinsèque, j'allais dire, à la
à ce que l'on demande aux mourides, qui est de toujours rechercher le licite. Le licite, Cheikh Ahmadou Bamba a 3 formes d'action. Kasbul halal, khidma et amal. Je vais traduire. Khidma, c'est le service. C'est le service. C'est d'ailleurs lui le service qu'il a rendu au prophète Mohammed, le service aux autres. Seigneur Abdul Aziz traduit ça en reprenant peut-être Serigne Fallou. Jaamu Yalla ci jaamu Yalla yi. Ça veut dire adorer Dieu à travers le service que l'on rend aux autres, en leur étant utile. C'est cela la khidma, le service. L'autre forme d'action, c'est ce qu'il appelle al-amal. Ça veut dire les sciences qu'on a étudiées en islam. Ça ne sert à rien d'avoir des connaissances extraordinaires en islam et ne pas les appliquer. Donc l'application de ce qu'on connaît, c'est une autre forme d'action. Mais la troisième forme d'action sur laquelle je veux insister, c'est le kasbul halal, ça veut dire la recherche du licite. Partout, le mouride est sommé de rechercher le licite pour vivre avec, ça veut dire un travail. Quand je dis de rechercher le licite, c'est rechercher un travail. Rechercher une source de revenus licite pour préserver sa vie, pour entretenir sa famille, pour préserver sa foi, pour préserver sa dignité, pour préserver sa liberté. C'est essentiel, ça. Si on ne comprend pas ça chez les mourides, on passe à côté. Parce que les difficultés qu'ils rencontrent, l'hostilité à laquelle ils sont confrontés, est difficilement explicable si on ne se remémore pas qu'en réalité, ce qu'ils recherchent, c'est le licite. C'est un moyen d'être libre. Et c'est d'ailleurs paradoxal, parce que parfois, ils peuvent même accepter des compromis qui semblent compromettre leur liberté. Mais ils ont toujours en tête cette liberté suprême qui est le jour où ils auront les moyens de subsistance nécessaires pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir être libres de la manière dont Cheikh Ahmadou Bamba le définit. La liberté fondamentale, selon Cheikh Ahmadou Bamba, c'est celle qui consiste à ne considérer que finalement Dieu comme maître suprême. En respectant quand même les lois de la société dans laquelle on vit, et dès lors que ça ne contrevient pas à notre foi. Et c'est donc dans ce cadre-là que je veux parler de l'interculturalité, qui est quand même une notion, moi que je préfère à l'assimilationnisme et à l'intégrationnisme. L'assimilationnisme qui est très français. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en France, c'est même un courant dirigé par un certain homme politique qui n'a pas eu, en tout cas qui n'a pas été suivi lors des élections, et qui considère qu'en fait, tout le monde doit être pareil. Parce que c'est ça l'assimilationnisme. Vous dites à l'autre, soyez comme moi, devenez comme moi. Mais ce serait vraiment un monde d'ennui, ce serait d'un ennui si tout le monde était pareil. Si nous étions tous pareils, réfléchissions tous de la même manière, avions tous les mêmes réflexes, les mêmes... Mais vous imaginez un monde comme ça? D'ailleurs, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ils ont compris. L'interculturalité est définie comme l'échange entre des normes et des visions culturelles qui interagissent ensemble. Non pas dans une logique de compétition, mais plutôt dans le cadre d'une compréhension culturelle et d'un système de valeurs mutuelles. L'interculturalité vient remplacer le multiculturalisme, comme je l'ai dit, et l'assimilationnisme. L'interculturalité introduit un nouvel élément essentiel à l'intégration et à la cohésion sociale. Le dialogue est le postulat de base d'une égale dignité de valeurs communes. L'interculturalité prend en compte le bien-être et l'avenir de la culture majoritaire, tout en soulignant l'intégration non invasive des nouvelles personnes arrivées dans la société. Parce que finalement, le problème est où? C'est qu'on considère comme une invasion ce qui n'est finalement qu'une migration, ce qui n'est finalement qu'une normalité dans la vie du monde, dans la vie des individus. Invasion, nous sommes envahis. En France, on dit qu'il y a un remplacement.
la théorie du remplacement, c'est-à-dire qu'on est en train de remplacer une ethnie, je ne sais pas comment ils arrivent d'ailleurs à le formuler, que les étrangers viendront un jour remplacer ceux qui sont nés ici et qui sont de souche. Donc cette conception invasive de l'immigration est un mal fait à l'interculturalité et au vivre ensemble. D'ailleurs, en parlant de migration et d'interculturalité, le livre blanc du Conseil de l'Europe recourt à cette notion dans le cadre de l'intégration des migrants en Europe. Il promet l'interculturalité comme forme de médiation culturelle, dont l'objectif est de développer une série de valeurs démocratiques communes. C'est un nouvel outil d'intégration des populations. L'interculturalité se concentre sur la responsabilité des nouveaux et la société d'accueil pour établir des bases communes. Alors, moi, ce que je veux apporter ici comme commentaire, parce que le Conseil de l'Europe nous dit qu'en réalité, c'est dans l'enseignement, surtout l'enseignement supérieur, que se développe mieux l'interculturalité. C'est dans cet échange-là, dans un haut lieu, à haut niveau. Et donc, je me dis que la manière dont nous sommes venus dans cette université de Barcelone, pour les besoins de cette exposition internationale autour de Cheikh Ahmadou Bamba, est donc un pas important dans le renforcement de l'interculturalité. Et il me plaît quand même de le souligner. Parce que nous ne sommes certes pas nombreux, mais ce que nous sommes en train de dire, peut-être que c'est la première fois que nous le disons comme ça, en face. Que nous le disons dans ce cadre-là. Que nous nous disons de cette manière-là. Et c'est important. La parole est essentielle. L'argument le plus difficile à réfuter, c'est le silence. Le silence est un argument qu'on ne peut pas réfuter. Parce qu'en réalité, on ne sait pas ce que la personne pense. Et on a tous quelque chose à dire. Le migrant, le réfugié, peu importe qui on est, on a toujours quelque chose à dire. Et quand on écoute, parce que c'est ça aussi l'interculturalité, l'écoute, écouter l'autre. Je vais y venir tout à l'heure, y compris en n'ayant pas le préjugé d'apprécier ce qu'il va nous dire. D'abord écouter. C'est une compétence. Et je vais y venir tout à l'heure. Robert Coles, dans son analogie de l'iceberg, dit qu'on a une tendance générale, à apercevoir et à juger les autres cultures à travers notre propre cadre de référence. C'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Ce n'est pas propre au pays d'accueil. Hein. Moi-même, ça m'arrive parfois même peut-être, de juger les autres par rapport à mes propres valeurs. Et forcément, peut-être que je peux avoir raison, mais il y a de fortes chances que j'ai tort de voir les choses comme ça à partir de mes propres références, de mon propre système de valeurs. C'est pas interdit, hein, mais je dis qu'en fait, si tout le monde fait ça, c'est un frein au vivre ensemble, c'est un frein à l'interculturalité. L'interculturalité me semble pouvoir être résumée en 3 étapes. Le premier, c'est le décentrage. C'est de prendre du recul sur soi-même, réfléchir à la culture que l'on porte et l'impact de celle-ci sur les normes professionnelles et institutionnelles. Le deuxième élément, c'est laisser de l'espace pour écouter et observer les comportements des autres en permettant des interprétations complémentaires. Le troisième, c'est lutter contre les jugements ethnocentriques. Ça, c'est ce qu'on appelle le décentrage. Il faut se décentrer. Ne pas croire qu'on est le centre du monde et le centre de la réflexion. Le deuxième acte, c'est la pénétration dans le système de l'autre. Ce n'est pas facile de pénétrer le système de l'autre. En quoi faisant? Écouter sans chercher à interpréter pour mieux s'informer et mieux communiquer. Être conscient de la place de la langue, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les mots n'ont pas toujours le même sens et la même signification dans toutes les langues. L'autre élément, c'est poser des questions ouvertes. Quand on veut connaître, il faut poser des questions ouvertes. J'ai bien aimé les questions que vous avez posées hier à Serigne Aziz, je pense que vous en aviez même plusieurs. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de fausses questions. Il n'y a pas de questions taboues, il me semble. Il y a juste une manière de poser les questions. Et c'est de cette manière-là que ressort la science, que ressort la lumière.
Le troisième acte, c'est la négociation et la médiation. Dans les situations de conflit et de malentendu, reconnaître la différence de valeurs et considérer l'autre comme un partenaire égal. L'autre élément, c'est partager ces histoires pour identifier et discuter des points de différence. Donc, finalement, l'interculturalité est une compétence que l'on peut tous avoir dès lors que nous faisons ce que j'ai dit tout à l'heure en premier, c'est de nous décentrer un peu. Et je crois que l'université de Barcelone, bon, ça ne m'étonne pas parce que c'est des chercheurs quand même. Et quand on est chercheur, je pense que la première chose que l'on doit faire, c'est avoir une distanciation par rapport aux faits, aux phénomènes que l'on étudie. Que l'on soit anthropologue, sociologue ou ethnologue ou que sais-je, il faut avoir cette capacité de distanciation. Et ça, c'est seulement en travaillant sur le décentrage. Si vous n'êtes pas capable de vous départir de vos préjugés, de vos prénotions, de vos idées préconçues, et ça, on l'apprend en première année de sociologie, d'anthropologie et d'ethnologie, où vous vous départissez autant que faire se peut, parce que ce n'est pas totalement vrai en réalité, parce qu'on ne peut pas non plus ne pas avoir de subjectivité. Mais en tout cas, essayez, autant que faire se peut, d'avoir une distanciation par rapport à l'autre et par rapport à ce que l'on veut avoir de sa part. Et c'est assez paradoxal parce que quand on dit distanciation, on a l'impression qu'on crée une distance avec l'autre. Non, c'est en fait ça qui aide à mieux nous rapprocher de la personne, à mieux comprendre la personne. Peut-être que le temps ne nous permet pas, mais j'avais amené quelques schémas pour pouvoir illustrer tout ce que j'ai dit. Mais pour en finir, pour terminer sur la communauté mouride, je dirais simplement, et je le répète, que la principale force, me semble-t-il, c'est que le mouridisme est né et a grandi dans une histoire d'hostilité, d'adversité, de conditions difficiles, très difficiles, voire très belliqueuses. Quand je dis belliqueuses, c'est des actions, des actes dirigés contre le fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, sur sa personne, à attenter à sa vie, à essayer d'éliminer physiquement sa personne, à essayer d'anéantir ses idées et ses valeurs. C'était ça, le projet colonial. Et paradoxalement, cette force, cette dynamique mouride a pu éclore sans animosité dans le cœur du fondateur ni des disciples. Et c'est une valeur fondamentale, ça, le pardon. C'est une valeur fondamentale qui fait que même dans l'adversité, même dans l'hostilité, on puisse en sortir le meilleur. Et j'ai bien aimé la question, je ne sais pas qui vous a posé la question hier, concernant, parce que sa question, me semble-t-il, était beaucoup plus profonde que ça. Il expliquait que le mouridisme, finalement, Cheikh Ahmadou Bamba, a vécu dans une société, dans un cadre, qui n'est plus tout à fait le même qu'aujourd'hui. Parce que c'était beaucoup plus difficile, beaucoup plus frontal. Il y avait un système dirigé contre lui, contre sa personne, contre ce qu'il incarnait. Et c'était assumé, c'était un système contre lui. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Comment maintenant, alors qu'il a sorti ce système de valeurs dans ce contexte-là, comment nous-mêmes nous pouvons perpétuer cet héritage-là, tout en sachant que le contexte n'est plus le même, mais que nous avons d'autres enjeux, y compris entre nous-mêmes. Nous avons d'autres hostilités peut-être, hostilités dans le sens où la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avons à relever des défis éducatifs, des défis sociaux, des défis culturels, des défis économiques, qui semblent trouver des solutions dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, mais ces enseignements qui ont été délivrés dans un contexte qui n'est plus tout à fait le même. Je crois que ça, c'est un défi fondamental et essentiel que je ne cesse moi de marteler et qu'il nous faut avoir en tête si nous voulons participer nous-mêmes à expliquer aux autres, à l'autre, ce qu'est le message de Cheikh Ahmadou Bamba et ce qu'il apporte au monde, sa contribution. Nous ne disons pas que tout le monde doit adopter les solutions de Cheikh Ahmadou Bamba, ce n'est pas le sujet. Parce que si c'était le cas, je pense que
moi-même, je ne me fatiguerai pas à en parler, parce que si je pense que vous devez comprendre ce que j'ai comme valeur, autant je pense que je dois comprendre, essayer de comprendre ce que vous avez comme valeur. Et en échangeant, peut-être que nous trouverons des points de convergence, et peut-être même des points de rupture aussi. Parce qu'il faut quand même, en toute chose, assumer son identité. Rester qui on est, et c'est en restant qui on est qu'on est mieux compris. Si on essaie d'être quelqu'un d'autre, on n'est pas compris. Parce qu'on comprend quelqu'un d'autre, et qu'en fait, vous n'êtes pas. Donc soyons nous-mêmes, qui que nous soyons, et essayons, et ça va faciliter beaucoup les choses. Le fait d'être soi-même. Ça facilite les relations, ça facilite les compréhensions. Et je m'en arrête là. J'ai un peu dévié de mon plan initial, mais c'était juste une contribution. Et j'espère qu'on aura l'occasion, avec les échanges, d'approfondir, ou en tout cas à d'autres occasions. Je vous remercie.